Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le. Le nom le plus connu, pour les francophones, c'est Dieu. Les anglophones, c'est God. Chez moi au Cameroun, Dieu a plusieurs noms. Ça dépend des régions, ça dépend des villages. Chez moi, dans le centre, au bas là, on l'appelle Zama, Zama. Dans le sud, chez le président du Cameroun, Paul Biya, on l'appelle Zambe. Au Congo, on l'appelle Zambe. On l'appelle aussi, quelque part au Cameroun, Loba. En Douala, Job Ambassa, vous avez les Nini, vous avez... Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Mes chers compatriotes, hier, vous avez été nombreux à m'écrire en me demandant si j'allais bien. Parce que au courant d'une publication que nous avons filmée, je me sentais étouffé. Et c'est vrai, vous avez eu raison, je ne vous dirai jamais assez merci de s'en occuper, d'être attentionné. C'est vrai que hier, j'ai eu un petit malaise après mon retour à l'immigration, où nous sommes allés accompagner notre compatriote Alex. Dieu merci, finalement il a été validé pour sa green card. Nous remercions toutes celles et ceux de près ou de loin qui ont contribué. Je vous ai dit il y a de cela un mois que nous avons pris des avocats pour aider celles de nos compatriotes. Nous avons payé. Cet argent-là ne sortait pas de ma poche seulement. Beaucoup d'entre vous ont contribué à payer ces avocats-là. Et jusqu'à présent, il y a déjà 4 qui se sont présentés. 3 ont été validés. On a donné rendez-vous. 4 sont passés, mais il y a une parmi les 4 qui sera obligée de repasser parce qu'on lui a redonné le rendez-vous. Mais les 3 autres, déjà, ont été validés pour leur carte de séjour. Nous remercions donc toutes celles de ceux qui ont bien voulu soutenir, accompagner cette action. Merci infiniment. Alors, c'est de retour de cette interview que j'ai senti un malaise un peu, me sentant un peu étouffé. Je ne sais pas si c'était le début de grippe, mais plus de peur que de mal. Je me suis rendu à l'hôpital après ça, mais ça va mieux. Je voudrais vous remercier ici. Je me sens entouré par vous. Je me sens protégé par Dieu et par vous. Je voulais donc vous dire tout simplement merci. Et que c'était plus de peur que de mal, je me porte mieux ce matin. J'ai voulu échanger avec vous et vous dire merci beaucoup. Merci à toutes et merci à tous. J'ai une pensée pour toutes celles de ceux qui, au courant de cette journée ou celle d'hier, ne se sentaient pas aussi bien, qui sont malades. Je vous souhaite bonne guérison comme moi. Pour moi, c'était un petit malaise comme ça, mais ça va. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais vous entretenir ce matin sur un sujet très grave concernant la neutralisation, la mort lente, médiatique, je dirais même politique, sociale, professionnelle, la mort lente de ses libertés, la mort lente de son expression libre de l'une de nos compatriotes dans la diaspora. Vous la connaissez, elle est régulièrement sur les plateaux télé et les médias. On l'appelle Nathalie Yam. Cette Camerounaise, aussi de nationalité suisse, est interdite. On est en train de vouloir l'assassiner. L'assassiner lentement aux yeux de tout le monde. Et tout le monde voit ça. Et nous regardons plutôt ailleurs. Vous savez que les prostituées chez nous ont pris une très grande place. Mais ceux qui essayent un peu de nous éclairer passent comme ça inaperçus, c'était comme si de rien n'était. Parce que si ce qui arrive
à Nathalie Yam arriver à certaines de prostituées que je connais, camerounaises en particulier, vous verrez des lives à n'en plus finir. Là, nous parlons là d'une fille intellectuelle qui éveille les consciences, qui informe, qui dénonce, qui sensibilise, qui enseigne, qui éduque. Mais sa mort publique, la mort, l'assassinat de ses activités, devant nous tous, passe comme si rien n'était. Elle n'est pas la première. Mais avant, avant de faire un petit rappel de ces faits, je voudrais vous inviter à écouter l'un de nos compatriotes qui a bien voulu faire le récit de ce qui s'est réellement passé. Écoutez et regardez. L'affaire de la sœur Nathalie Yamb dépasse largement tout ce que vous imaginez. Tous ses comptes sont gelés en Europe. Pas un franc ne circule à son nom, pas une transaction. Tout est bloqué. Même certaines banques africaines appliquent les consignes. Ils ont tout gelé, absolument tout. Ses avoirs, ses revenus, ses comptes bancaires. Même Amazon a suspendu ses services. Spotify l'a radié. Tout ce qui porte encore le nom Nathalie Yamb est traqué, effacé, puni selon les politiques et les applications aux entreprises. L'Union européenne a officiellement prononcé son exclusion. Interdiction d'entrée et de transit sur tout le territoire de l'Union européenne. Et ce n'est pas une décision improvisée. 28 ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs et la haute représentante de l'Union se sont réunis autour d'un seul dossier, celui d'une femme sans armée, sans parti politique, sans fonction officielle. Il s'agit d'une seule femme. Elle est traitée comme une terreau-terreau alors que les vrais terreau-terreau sont reçus sur le tapis rouge. En fait, le message est simple. Tais-toi ou souffre. Ils veulent la forcer à abandonner son combat. Ils veulent aussi envoyer un signal clair et fort à tous ceux qui l'écoutent, la suivent ou pensent à marcher dans ses pas. Vous serez les prochains si vous faites comme elle. Et ce n'est pas la première. Ils avaient déjà commencé avec Kémy Séba en jouant avec son passeport. Pour Nathalie, le plan est clair, simple et limpide. Ils veulent l'isoler, l'affamer, salir son nom, puis la faire taire. Bien. Là, on vous parle là de Nathalie Yamb. Toutes ses activités ont été bloquées. Voilà une fille qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas une organisation. Le seul mérite, le seul tort, autrement dit le seul tort, c'est qu'elle parle. Elle est claire, avec des preuves à l'appui. Personne ne peut pointer du doigt ou porter plainte qu'elle a dit des choses qu'elle ne peut pas prouver. Elle est donc une menace pour ceux-là qui passent leur temps à endormir avec leurs médias mainstream. C'est une fille qui est tellement puissante, plus que les télévisions que vous connaissez en Europe, à elle toute seule. Elle a mobilisé 28 ministres, se sont assis pour décider de son sort, geler ses comptes, parce qu'elle parle. Elle parle. Elle dit des choses avec des preuves. Elle est documentée, elle est instruite. Personne d'entre vous ne connaît ses seins. Personne ne voit ses slips. Elle ne s'exhibe pas. Elle essaye là de sortir de son cerveau ce qu'elle a comme intelligence. Elle parle plusieurs langues. Elle explique, elle informe, elle sensibilise, elle dénonce, elle prouve. Elle fait des conférences. Elle éduque, elle nous éduque, nous tous. On a donc interdit, elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus rien faire, on bloque les comptes partout. Elle ne vend pas d'armes. Elle ne fait pas la drogue. Elle ne fait rien du tout. Elle parle tout simplement. Alors, mais parler est une arme. Le savoir est une arme qui déstabilise ceux qui disent avoir des armes qui tuent. Elle a une arme qui sensibilise, qui éduque, et qui enseigne, qui éveille les consciences. Ça dérange. Et nous sommes là, on regarde. On observe, comme si de rien n'était. Il faut qu'on parle de Adja. C'est-à-dire que les gens font des lives pour parler de Adja Awa, qui est aussi dans son style, dénonce, avec ses mots à elle. Nathalie Yamb est en train comme ça d'être exécutée devant nous tous et on regarde. Je voudrais donc te rappeler, toi qui m'écoutes. Avant Nathalie Yamb, il y a eu un qui a été tué en Suisse par Betchel. C'était un Camerounais, empoisonné, tout simplement parce qu'il parlait. Il défendait le Cameroun. Il a été empoisonné. Dans le même pays, la Suisse. Vous regardez.
Est-ce que Nathalie Yam, Moumié sont les premiers? Non. Il y a eu plus grand. Plus grand parce que ceux-là avaient une fonction un peu plus élevée. Pas plus grand parce qu'ils étaient plus forts. Non, vous avez connu Kadhafi, exécuté, tué, devant vous. Et son argent, c'est pour ça que j'ai fait le lien. L'argent de Kadhafi et de son pays qui était gardé dans des comptes à l'extérieur a été récupéré. Personne ne peut vous en parler. Il y a un reportage là-dessus, on ne retrouve pas l'argent que Kadhafi avait dans les comptes. Est-ce que vous croyez que Kadhafi, Moumié, Nathalie Yam sont les premiers? Non, ils essayent de faire ça avec la Russie. Voilà des gens qui ne vivent que du racket, du vol de ce que les autres ont. Aller arracher ce que les autres ont, de force. Ils ont bloqué les avoirs de la Russie. Mais je ne suis pas sûr qu'ils iront très loin avec ça parce que la Russie, c'est un pays. Ce n'est pas une personne comme Nathalie Yam. C'est un pays. Je voudrais donc attirer votre attention. Ce que vous êtes en train de voir avec Nathalie, ils l'ont fait avec plusieurs présidents. Quand ils ne sont plus d'accord avec toi, ils gèlent tes comptes, ils te portent plainte via une association, ils récupèrent tes biens, ils te laissent mourir ailleurs. C'est pas moi qui le dis, vous avez suivi ce monsieur qu'on appelle Robert Bourgi. Il faut que je réveille encore Robert Bourgi pour qu'il vienne vous rappeler ce qui arrive à Nathalie. Nathalie n'est pas la première. Écoutez Robert Bourgi, écoutez et regardez. Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La justice française met son nez dans le patrimoine des chefs d'État africains et de leur entourage. La Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville sont dans le collimateur des ONG et des juges depuis 2007. Les dirigeants de ces trois pays sont soupçonnés d'utiliser l'argent public pour s'enrichir personnellement. C'est l'affaire dite des biens mal acquis. Récemment, 2 juges français ont saisi des appartements en banlieue parisienne qui appartiendraient au neveu du président congolais Denis Sassou Nguesso. Pour en parler, je reçois maître Jean-Pierre Versini-Campinki, l'avocat du Congo. Bonjour maître, alors à qui appartiennent ces appartements ? En ce qui concerne l'appartement de Courbevoie, je n'ai pas personnellement d'informations. Il semblerait qu'il puisse appartenir à un neveu du chef de l'État congolais. En ce qui concerne la maison qui se trouve au Vésinet et qui s'appellerait la Villa Suzette, sauf erreur de ma part, ce que je sais, c'est qu'elle est dans la famille du président de l'État de la République du Congo depuis plus de 20 ans. Elle aurait appartenu à son frère. Il s'agit d'une grosse maison bourgeoise, comme il y en a des centaines dans cette partie de la région parisienne, qui n'a rien d'extravagant et qui est dans le patrimoine, me semble-t-il, de la famille Sassou Nguesso depuis plusieurs décennies. Les juges ont noté des réparations de l'entretien d'une valeur de 3 ou 4 millions d'euros sur ces appartements. C'est énorme quand même. J'ai pas d'informations sur ce point. Je ne vois pas ce que ça a de particulièrement extravagant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas très bien comment des biens supposés mal acquis dans une période de prescription qui est autour de, pas 3 ans, peut-être un peu plus si c'est un peu plus compliqué, puissent correspondre à une maison qui est dans le patrimoine de la famille du président de la République du Congo depuis plus de 20 ans. Dans le fond, qu'est-ce que vous contestez, maître ? Je ne représente pas effectivement M. Sassou Nguesso et sa famille. Et pourquoi un des avocats de la République du Congo intervient avec l'autorisation des autorités politiques, qui ne sont pas forcément le président lui-même, c'est parce que nous sommes en présence d'une violation systématique, continue, officielle ou officialisée de la souveraineté d'un État qui est reconnu par l'ONU et qui fait partie de la communauté internationale,
qui n'est pas une dépendance de l'État de la République française. Et la question des biens mal acquis, quel que soit l'aspect moral qu'on veuille y attacher, et c'est pas en discussion, pose un grave problème qui est l'admission. Comment peut-on admettre que des magistrats français exercent un contrôle sur des actes commis à l'intérieur d'un État souverain étranger? Ceci ne repose sur aucun principe de droit international aucun principe de droit que, maître, il y a une français. convention de l'ONU sur la corruption qui date de 2003, la convention Mérida, auquel le Congo a ratifié. Donc il y a un droit international sur ça, d'une part. D'autre part, ce n'est pas le détournement que les juges instruisent, c'est le produit de ce détournement, produit qui a lieu en France. Alors, deux réponses. La convention de Mérida sur la corruption concerne la corruption. Les biens mal acquis, pour ce que j'en sais, et pour ce que l'on nous indique depuis 8 ans. Je rappelle que cette affaire est toujours à l'instruction depuis 8 ans, ce qui m'a complètement convaincu qu'elle ne viendra probablement jamais à l'audience, et que cette affaire a comment dirais-je, concerne la médiatisation que l'on veut en faire. C'est l'essentiel. Alors, la Convention de Mérida dit que la corruption doit être sanctionnée, mais elle n'est pas sanctionnée par un organisme supranational. Non. Elle est sanctionnée par les États eux-mêmes. Oui. Mais c'est la corruption. Article 35 de la Convention. Chaque État partie prend des mesures nécessaires conformément aux principes de son droit interne pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une poursuite. C'est clair. Exactement. Donc les juges ont le droit. C'est exactement ce que je dis, mais ceux qui doivent juger en droit, c'est pas l'État français ou l'État belge ou l'État suisse, c'est la République du Congo. Oui. S'il y a un problème. Mais si le produit de ce détournement est en France, ne sont-ils pas en droit d'instruire? En ce qui concerne le blanchiment ou le recel, qui sont ce qu'on qualifie en droit français de délit secondaire, c'est-à-dire que pour qu'il y ait blanchiment, oui, il fait quoi? Ou pour qu'il y ait recel, il faut qu'il y ait un délit primaire. Alors, il peut exister un délit primaire de corruption, il faut l'établir. Mais en l'espèce, ce qui est visé, j'y reviens, c'est le détournement par tel ou tel individu, le détournement des finances publiques. Oui, mais ils ont le droit de viser le délit secondaire. Nous sommes en France. Ces immeubles sont en France. Ce à quoi je vous indique que pour qu'il y ait recel ou blanchiment en France poursuivable, il faut qu'en France, on puisse poursuivre le détournement de fonds publics. Et je vous indique qu'en l'état du droit, on ne peut pas poursuivre en France le détournement de fonds publics étrangers. Alors qu'est-ce que signifie cet article 35 d'une convention internationale que le Congo a lui-même ratifié? Ça veut dire quoi? Je suis désolé, ça concerne la corruption. La corruption au sens pas le produit de la corruption. Non, mais la corruption ou le produit de la corruption. Mais la corruption, c'est pas tout à fait le détournement des fonds publics. C'est une autre infraction. La corruption, c'est lorsque quelqu'un se fait payer par un fournisseur étranger. La corruption internationale, alors, tout le monde sait ce que c'est. Cette question concerne aussi le Gabon. Le Gabon a pris une position. Le fils d'Omar Bongo a pris une position, Ali Bongo, en disant « Je vais restituer, donner ces appartements, ces hôtels particuliers à l'État de manière à en faire profiter le peuple. » Est-ce que l'État congolais ne pourrait pas faire cette mesure aussi, si vous pensez vous-même que de toute manière on n'ira pas au procès? D'abord, ça n'est pas l'État congolais qui peut prendre cette mesure, me semble-t-il, légalement, ça serait les personnes mises en cause. Ou la famille Ngassé donner à l'État congolais, c'est bien. D'abord, les biens
c'est quelque chose de très peu important. Il faut tout de même remettre quelques millions pour un pays où la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est important. Ça, c'est le discours qu'on entend systématiquement. C'est le discours paternaliste. Ah bon, vous trouvez que c'est paternaliste? Mais oui, absolument. C'est la France s'arroge le droit de porter un jugement moral sur la manière dont est dirigé tel ou tel État souverain, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas du droit. Que Monsieur Ali Bongo, je ne le savais pas, ait décidé à titre personnel de faire donation à l'État de tel ou tel bien. C'est une bonne idée, non, pour régler ces histoires. J'ai pas de commentaire. Pas de commentaire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il est normal que par exemple, ce qu'on fait, ce pourquoi vous déclenchez cette interview, c'est que l'on a saisi des biens. Bon. Alors, il faut que vos téléspectateurs sachent que lorsqu'on saisit des biens, dans la procédure pénale française actuelle, on n'est pas obligé d'indiquer à celui dont on saisit les biens pourquoi on saisit les biens. C'est-à-dire qu'on est dans une situation absolument surprenante, qui n'est pas le fait des juges, mais le fait de la loi, telle qu'elle a été votée par le Parlement français. Ces formes de saisie, dites saisie pénale, avaient pour objet de poursuivre les trafiquants de drogue qui roulaient en Mercedes ou en Audi ou en Ferrari, et on leur piquait la Ferrari et l'Audi. D'ailleurs, parfois on les donnait aux gendarmes, c'est très bien. Mais c'est pas le sujet. Là, c'est pour toute autre chose. Je vous remercie beaucoup, Maître Jean-Pierre Versini-Campincky, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se va bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, j'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500.
qu'il n'y a que des billets de 500. Il dit, oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Monsieur le président, c'est vous que le patron, c'est pas le secrétaire général. Mais il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je lui dis, Dominique, c'est le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France, être soigné. Ah non, il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort dans une clinique de Barcelone. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly. Parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Ingrate. Elle est ingrate. Elle a été ingrate. Et c'est en 2009, Bongo, en mars, il venait de perdre maman Edith, sa femme. Edith Bongo. Oui, maman Edith. Il me fait venir à Libreville, il me dit, fiston, tu sais que je suis malade, et je vais bientôt partir. Je lui dis, papa, ne dites pas ça. Vous allez tous nous enterrer. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Fiston, tu as vu comme je suis reçu en France maintenant. Tracfin, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour tout ce monde-là depuis 40 ans. Je dis, oui, papa, je le sais. Il me dit, je te demande une seule chose. Quand je serai parti, sois ma mémoire. Au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette promesse que vous avez voulu honorer en 2011. Dans ces mémoires que vous avez rédigées. J'ai tout dit. Il est mort dans une clinique de Barcelone. C'est terrible. Omar Bongo qui meurt dans une clinique de Barcelone. J'ai vécu avec lui. Et Laurent Gbagbo, il a connu ça aussi. Il donne 3 millions de dollars à Villepin et à Chirac, et ensuite il le poignarde. Dans ce que j'ai vu dans ma chienne de vie. Bien. Alors, ce qui est important dans dans le récit que je viens de vous faire suivre là, c'est que ce sont des présidents. Ce ne sont pas des personnes, sans fonction. Ce sont des présidents qui ont géré des pays. Bongo est mort en Espagne. Même le roi d'Espagne n'a pas daigné faire un communiqué. Le premier ministre non plus. Il est parti chez lui. On l'a renvoyé, comme vous avez vu là. Mobutu, vous avez suivi. Il est mort. On l'a refusé. Ils lui ont refusé le visa. Ils ont refusé le visa à celui-là qui organisait les plus grandes fêtes. Invité des présidents, les chefs d'état-major. Ici aux États-Unis, les enfants de Mobutu allaient en vacances dans la famille Bush, du président Bush. Ils allaient là-bas. Ces biens ont été récupérés. Lui-même refusait d'aller se faire soigner. Il est mort. Il est mort, enterré dans un autre pays que son pays. Et observez bien, Ali Bongo va aussi mourir. Je ne souhaite rien, mais enterré ailleurs que son pays après avoir servi ces gens-là. Ça se passe devant nous. Vous n'apprenez rien. Blaise Compaoré a passé son temps à servir ces gens-là. On l'a même utilisé pour tuer Thomas Sankara. Aujourd'hui, Blaise Compaoré a été chassé et il finira certainement sa vie ailleurs et enterré ailleurs. Je ne lui souhaite rien. Ceux qui vivent longtemps, pour qu'ils vivent, qu'ils comprennent qui sont ces gens-là. Aujourd'hui, quand vous voyez des danseurs comme celui du Gabon danser, ce n'est que une reprise. Il finira exactement comme celui-là qui l'a fait partir. Il ne sera pas le dernier et il n'est pas le premier. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas apprendre ce qui arrive aux autres pour mieux vous comporter. Notamment, autrement dit, vous comporter autrement. Vous ferez toujours la même chose. Voilà Obiangema. Obiangema, il a vu Mobutu. Obiangema, il a entendu parler de l'affaire Sankara. Obiangema a vu Blaise Compaoré. Mais Obiangema est dans le même style. On a bloqué ses comptes.
On a arraché ses biens. Dans le même pays, la France. C'est toujours la France qui est en tête de tout ce que vous voyez là. C'est toujours la France. Hein? Toujours la même France. On n'apprend rien. Toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, le président Biya a encore un petit temps de paix. Attendez quand le président Biya ne sera plus là. Vous verrez ce qui arrivera à son épouse et à toutes celles de ceux que vous voyez là. Le monde est en train de changer, mais tous ces gens-là regardent ailleurs. Alors qu'ils ne vont pas profiter de tout ce qu'ils sont allés garder là-bas chez eux. Voilà un petit bout de femme. Elle n'a rien. Nathalie Yam n'a rien. Mais les individus qui vivent d'Afrique ont bloqué ses comptes alors que ces gens-là reçoivent des terroristes qu'ils ont fabriqués. Ils ont fait d'eux des présidents. Écoutez et regardez. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. C'est un accueil à l'Élysée et une poignée de main très controversée. Poignée de main entre le président français et le dirigeant syrien, qui est aussi un ancien djihadiste. Malgré les critiques et la polémique, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron met en avant une coopération nécessaire contre le terrorisme. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays ? Vous plaisantez? Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nostra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces images? J'ai pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. La destitution pour avoir reçu malgré tout un terroriste par intérim. Un terroriste. Il préside aux destinées d'un pays qui est un carrefour dans la région. Mais un carrefour, quelqu'un qui s'est réjoui des attentats. Une chose est d'avoir une ambassade à la rigueur. Une autre et d'avoir des rencontres à l'ONU, ailleurs, encore qu'il a fallu demander à l'ONU la permission, puisqu'il est classé comme terroriste. Évidemment, il y avait un mandat, tout à fait. Il y a un mandat, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il est sous mandat d'arrêt. Mais quelle honte pour les victimes du terrorisme. Et il appelle au secours, il lui donne des tapes dans le dos. Mais enfin, Emmanuel Macron a perdu la tête. On entend votre stupéfaction. Bien, là, vous avez le président de la Syrie, un terroriste, lui, ses comptes sont ouverts. Il est capable de voyager. Il va saluer Emmanuel Macron. Il serre les mains, il se tapote, il s'embrasse. Peut-être même ils vont, à la limite, même ils finiront par s'embrasser par la bouche. Terroriste, c'est-à-dire qu'il a tué les Français, il a tué les Américains, les Arabes, les Libanais, les Syriens, les Juifs, les Africains. Il a tué des milliers de personnes. Aujourd'hui, ils ont fait de lui président. Il peut saluer Macron, il peut saluer d'autres présidents. Mais Nathalie Yam, ses comptes sont bloqués. On interdit qu'elle bouge. Elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'association, elle n'a pas de parti politique, elle parle. Vous comprenez donc, ce qu'on utilise comme terroriste, comme ce président syrien, on l'utilise, tuer les personnes, après on dit voilà ta récompense, tu es président, mais tu continues. Mais ceux qui essayent un peu de vous éclairer, le fonctionnement du terrorisme, comment ça fonctionne? On la neutralise, on dit non, elle ne doit pas parler. Ce monsieur syrien, on a fait de lui président de la Syrie, n'est-ce pas? Maintenant, allez regarder les enfants qui travaillaient pour lui, avec lui, pour aller tuer des gens, poser des bombes, assassiner des personnes. Et ils sont encore en prison, en Syrie. La France refuse de les récupérer. Mais c'est lui qui a employé ces enfants-là pour aller tuer les personnes, ôter des vies au nom de leur islam, de leur terrorisme. Islam extrémiste, parce qu'il faut faire la différence entre l'islam réel, une religion, qui permet à des personnes de servir leur foi, et le terrorisme qu'imposent certains présidents occidentaux. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir là est régulé par ceux qui n'aiment pas l'islam et qui instrumentalisent les enfants dans l'extrémisme religieux pour aller tuer les autres. Quand tu as fini, donc, ils font de toi le président de la Syrie. Vous avez vu ça. Devant vous, ça se passe. Mais Nathalie Yam, elle t'interdit de se mouvoir. Elle n'a jamais été terroriste. Elle n'a pas de parti politique. Elle n'est pas chef d'État.
Elle ne vend pas la drogue, elle ne vend pas les armes, mais elle est interdite de parler. Parce qu'elle essaie de dire aux gens, voici comment ça fonctionne. Elle enseigne, elle éduque, elle informe, elle sensibilise, elle dénonce. Ça dérange le système de ceux-là qui ont conçu le système dans le mensonge et les crimes. Ça donne ce que vous voyez là. Elle est donc, on veut la museler, on veut la neutraliser. C'est valable pour vous tous. Nous regardons ça, nous avons l'impression que c'est elle. Nous regardons ça, nous avons l'impression que ça se passe avec elle. Alors que ça se passe avec chacun d'entre nous. Ça se passe de vous regarder. En France, Nicolas Sarkozy, on n'a pas bloqué ses comptes. Hein? Non, il achète les voitures, il vit, il voyage en avion, il va partout en Afrique. Mais c'est lui qui a tué Kadhafi. C'est lui qui est condamné d'avoir détourné de l'argent. Mais ses comptes sont là. Ses comptes, ça fonctionne. Ça, c'est normal. Ceux qui détournent de l'argent en Afrique, encore pendant que vous détournez l'argent, ça fait fonctionner les banques. On ne ferme pas encore. Quand ils n'auront plus besoin de vous, ils vont bloquer, ils récupèrent tout, ils vous chassent, ils vous mettent en prison, vous mourrez dehors. C'est ça. Ce n'est pas la faute de ces gens-là. C'est leur système. C'est leur façon de faire. Moi, je ne leur reproche rien. C'est vous qui n'apprenez rien. Parce que chaque jour, c'est la même chose. Les comptes de Franck Biya sont là-bas. Les comptes de Chantal Biya sont là-bas. Les comptes des enfants de Chantal Biya sont là-bas. Tout 80 ou 90% de ces membres-là du gouvernement camerounais, leurs comptes sont là-bas. Mais je peux vous dire ici, 99,99% des comptes de ces gens-là vont être bloqués, l'argent rasé. Et ils ne feront rien. Vous m'écoutez avec quoi? Avec les oreilles, n'est-ce pas? Je dis, tous les gens que vous entendez là, posez la question aux enfants des dictateurs africains, ceux qui ont encore des comptes ayant de l'argent à l'intérieur. Posez les questions aux enfants de Mobutu. Posez les questions aux enfants de Bokassa. Posez les questions aux enfants de tous ces gens-là. Ton compte fonctionne aussi longtemps que ton père peut être utile à ces gens-là. Ton compte fonctionnera aussi longtemps que vous pouvez être utile à ces personnes-là. Et vous finirez comme Ali Bongo, président de la République d'un pays qui court maintenant pour aller porter plainte en France, disant qu'il a été arrêté dans son propre pays. Il va porter plainte en France. La France va juger les affaires qui se sont passées dans un pays étranger. Vous voyez la bêtise humaine? Vous voyez la bêtise des Africains que nous sommes? Voilà donc comment on tue les nôtres. Quand ça se passe avec moi, on dit non, 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 non. Quand ça se passe avec Nadia, quand ça se passe avec... Non, 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 c'est lui. C'est comme ça qu'on arrive à vous récupérer, vous tous, et on vous neutralise, et on vous tue. Parce que pour vous, vous venez faire des vidéos pour chercher des vues. Vous ne faites pas des vidéos pour véhiculer une idéologie, des convictions, et être solidaire de ces convictions. Dès qu'on enlève un d'entre vous, on est oublié tout de suite, on passe. En France, vous voyez là où on enterre les chefs d'État. Le Panthéon. Vous voyez là où on les enterre, n'est-ce pas? Chez nous, en Afrique, nos chefs d'État sont, on ne retrouve plus leurs tombes. Ils sont dispersés. Maroc, Sénégal, Tunisie, les chefs d'État, on les enterre partout. Ils sont enterrés partout ailleurs, sauf chez eux. Parce qu'ils ont été persécutés. On t'a opposé contre ton peuple. Parce que ils servent toujours contre leur peuple. Mais quand vous avez fini de servir contre votre peuple, celui-là qui vous employait décide de vous chasser. Alors quand vous ne pouvez pas être enterré chez vous, puisque votre peuple va forcément vous chasser, va vous détester, vous allez mourir ailleurs. Ceux-là, pour qui vous avez travaillé, récupèrent votre argent, a fait tracer sans suite. On dit au suivant. Yes. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Église Déby. Non, non. On ne parle plus de lui, c'est fini. A-t-il laissé de l'argent? Certainement. Même sa femme ne peut pas toucher cet argent. Parce qu'on va te rendre des conditions tellement difficiles que ton mari n'avait pas une procuration, n'avait pas laissé une procuration, c'était à son nom personnel, c'était au nom de ci, c'était au nom de ça. Ça reste là à un certain moment, ça s'appelle compte mort. Les mêmes personnes européennes, ils se partagent. Et on n'en parle plus. Affaire classée sans suite. Affaire classée sans suite. Circuler, il n'y a rien à signaler et au suivant. Ça se passe devant vous, vous voyez. Ils ont régulé leur pays. Ils ont pensé. La Suisse, c'est un pays qui ne va jamais en guerre. Mais c'est là-bas qu'on régule tout le blanchiment d'argent. L'argent détourné partout. L'argent des armes. L'argent des dictateurs, c'est là-bas. Des pays comme Monaco, vous n'entendez pas de guerre là-bas. Ils ont chacun à sa fonction. Des pays qui sont là pour motiver les autres à aller en guerre. Vous connaissez celui-là. La France, elle est toujours en tête. Elle ne gagne aucune guerre, mais elle est en tête. Elle est là, c'est elle qui est en train de... à gauche et à droite, pointer du doigt, non, celui-ci n'est pas bon, celui-ci est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon.
La Cour pénale internationale n'arrête que les présidents africains. J'ai vu une vidéo où un élu français s'indigne. Parce que quand vous voyez seulement Macron, ou vous voyez seulement certains ministres, vous croyez que c'est la politique de Macron. Non, c'est la politique des élus français. Écoutez attentivement ce que dit ce monsieur, qui est totalement un scandale. Écoutez et regardez. Je veux profiter des quelques instants qui me restent dans mon intervention pour souligner quand même que je suis estomaqué du vote qui a eu lieu jusqu'avant. C'est-à-dire que les députés macronistes, les députés de droite, les députés du Rassemblement national viennent de voter contre l'idée que la France appelle à soutenir les mandats d'arrêt qui ont été délivrés par la Cour pénale internationale. Le respect de la Cour pénale internationale, le statut de Rome sont dans la Constitution française depuis la décision de Jacques Chirac à la fin des années 90 de faire que la France soit une partie prenante du statut de Rome et de la justice internationale. Vous venez ici, un certain nombre de députés, certains anciens ministres du gouvernement français viennent ici dans cet hémicycle de ne même pas prendre position pour appuyer les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est juste scandaleux le vote qui a eu lieu à l'instant et ça me paraissait très important de le souligner. Bien, que dénonce ce monsieur? Les gens vont s'asseoir pour signer, pour voter, qu'il ne faut pas qu'on respecte les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ce sont des Français. Oh Seigneur Dieu. Ce sont des Français. Vote pour qu'on ne respecte pas les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais c'est dans cette Cour pénale internationale que les mêmes Français sont allés bombarder la Côte d'Ivoire et prendre Gbagbo et l'amener là-bas. Oui, monsieur. Ce sont les mêmes. Vous les voyez. Je m'égosille tous les jours, comme je vous avais dit ici, que m'asseoir devant vous, c'est 15 ou 20% de mon temps. La plupart du temps, je parle beaucoup avec les responsables camerounais. J'écris énormément. J'informe que ces gens-là, voici la situation mondiale. Voici comment vous pouvez sortir de cette situation. Ils m'ont considéré comme étant leur ennemi. Mais moi, je parle pour éduquer ces gens-là. Parce que l'argent les aveugle. Ils ne comprennent rien. Je parle pour sensibiliser, pour informer, pour dénoncer. Et leur dire, voici ce qui va vous arriver. Je vous dis certainement ça avec des mots durs, mais pour attirer votre attention. Regardez combien d'entre vous finissent leur fonction et prennent la retraite chez eux, au Cameroun, en Afrique. En dehors du peuple sénégalais, quelques présidents sénégalais. Et encore, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. La plupart d'entre eux finissent en exil. Regardez Alpha Condé. Alpha Condé. Regardez ATT. Regardez tous les présidents, les anciens présidents du Mali, du Burkina et du Niger. Où sont-ils? Pourquoi est-ce que nos enfants sont obligés d'aller trouver des tombes ailleurs alors que la France a un endroit où elle enterre ses parents? Elle enterre ses présidents, elle enterre ses personnalités importantes. Nous, nos personnalités importantes sont humiliées comme Nathalie Yam. Nous, nos personnalités importantes sont chassées d'Afrique par eux-mêmes et poussées à la sortie par ceux-là qui sont passés toute leur vie à servir, c'est-à-dire les Occidentaux. Voilà ce qui leur est réservé. Ils sont chassés d'Afrique. J'ai voulu attirer ton attention. J'ai dit, toi, Camerounais, toi, Africain, toi qui passes plus de temps à insulter parce que tu penses que tu es en sécurité aux États-Unis, tu es en sécurité en France, en Angleterre. Je vous ai toujours dit ici, respectez les pays d'accueil, respectez la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe, respectez l'Amérique, mais ne vous sentez jamais confortable dans ces pays-là. Ne vous sentez pas chez vous. Dites-vous que nous sommes sur une terre qui nous a accueillis. Il faut respecter les lois de ce pays, il faut respecter les personnalités, il faut respecter ce pays-là, il faut respecter les citoyens, respecter les règles, les traditions et les valeurs de ce pays. Mais dites-vous toujours qu'un jour, vous serez considéré comme étant un étranger. Il y a de cela plusieurs années, je suis allé en Allemagne. Je jouais en Allemagne. Je suis allé là-bas parce que je cherchais un club. C'était à Düsseldorf. C'est un Camerounais qui avait bien voulu nous accueillir là-bas. Je n'étais pas seul, nous étions plusieurs. Il avait bien voulu nous accueillir là-bas. On allait faire des essais. Alors un jour, je suis à la gare de Düsseldorf. Parce que tous les week-ends, je rentrais, j'allais en France. À la gare de Düsseldorf, il y a donc une dispute comme ça entre un Africain et un Allemand. Cet Africain était aussi allemand et il avait son passeport allemand. Et dans la discussion, dans cette dispute-là qui était dure, il parlait en allemand, j'étais
Et pendant qu'ils étaient de se disputer, l'Allemand blanc lui fait comprendre que, mais détrompez-vous, détrompe-toi mon cher. Tu es certes allemand, mais il n'y a pas d'allemand noir. Tout ça c'est pour que tu nous serves. Le moment voulu, on n'aura plus besoin de toi. Et on te fera partir et on te fera exécuter. Nous étions là à la gare de Düsseldorf. Je ne parlais pas allemand. Et c'est mon ami là, ce compatriote africain. Je pense qu'il était ou du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas camerounais, il était africain. Notre compatriote. C'est lui qui m'explique. Et quand le monsieur lui a lancé cette phrase-là, il s'est tué. Il m'a dit, mon frère, allons-y. Nous avons continué notre route. Et ce monsieur lui disait la vérité. La vérité, elle était crue, elle était cachée. Oui, considère-toi comme tu veux. Rends service comme tu veux. Ils finiront par te faire comprendre un jour que tu es un Français, mais tu es un Français de papier. Tu es noir, tu es là pour servir. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre culture. Notre culture, c'est que Jésus n'avait pas de papier. Nos parents qui ont fait la France, qui ont construit, qui ont libéré la France, n'avaient pas de papier. Mohamed n'avait pas de papier. Nous sommes l'un des peuples les plus humanistes qui aiment des gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains. Je veux donc que tu te rappelles de ça. Sers le pays qui t'a accueilli. Respecte les lois, respecte les gens, respecte les autorités. Sois fidèle et sois loyal, mais n'oublie pas d'où tu viens. Parce que c'est une chose que tu devrais garder dans ta tête. N'oublie pas d'où tu viens. Voilà donc ce qui arrive à la vôtre. Ça, c'est l'une des nôtres, Nathalie Yam. Parce que si vous aviez tiré des conséquences, c'est ce qui était arrivé à Moumié, Nathalie Yam serait protégée. Si vous aviez tiré des conséquences à ce qui est arrivé à Gbagbo, à ce qui est arrivé à Kadhafi, c'est ce qui est arrivé à Idriss Déby, Nathalie Yam serait protégée. Il y aura nous aurions un autre comportement. Ces gens-là allaient agir d'une autre façon. Si et seulement si nous avons décidé de prendre une autre façon de se comporter pour notre intérêt, pour protéger les nôtres, pour nous comporter. Personne ne tire des conséquences. Écoutez ce qui va arriver aux Camerounais dirigeants demain. Les Camerounais que vous voyez là, ils ont des comptes à l'extérieur. Vous allez voir ce qui arrivera. Ils ne sont pas protégés. Et regardez ce qui arrive à Nathalie Yam. On pense que c'est Nathalie Yam. Non, c'est nous tous. Je vous ai parlé de Nathalie Yam. Elle n'a pas d'armes. Elle n'a pas d'association. Elle n'a pas de parti politique. Alors, la même chose a été faite à Kadhafi, Idriss Déby, Blaise Compaoré, à Gbagbo et aux autres. Devant nous, on regarde, on applaudit. On regarde ça comme étant quelque chose de... parce que c'est elle. Et quand on a fini avec elle là, on prendra un autre. Ce serait comme ça tout le temps. Et quand on te prend, on te nomme, on te donne un poste là-bas, on dit que non, tu es dans le secrétariat de Macron, celui de l'Afrique, oui, tu es content, et tu portes le costume, ainsi de suite. En attendant, quand on finit avec toi, on t'exécute également. Et on classe. Et ça continue. Tu es président, tu commences à danser partout, comme celui du Gabon, il sautille, il injecte ses frères dans leur propre pays, il met ses frères dehors, ses frères n'ont pas, on casse, on s'en fout, on casse. Oui, la France a fait de moi président, je peux danser, je peux sautiller, en attendant qu'on finisse avec lui, comme ils ont fini avec Ali Bongo. Voilà la bêtise des Africains que nous sommes, inclus mais c'est des comportements qui doivent nous enseigner. Malheureusement, ces gens-là n'apprennent rien. J'ai donc voulu échanger avec vous pour attirer votre attention et vous dire que parler ici n'est pas suffisant. Il faut adopter une autre forme de fonctionnement. Et ça doit nous appeler à protéger ces présidents africains. Mais seulement, faut-il encore qu'ils soient réceptifs ce qu'on va les proposer pour sortir de cette situation. C'est ça le plus difficile. Ce n'est pas les idées qui manquent, ce ne sont pas les stratégies qui manquent.